je me suis dit, mais en fait, je suis capable de faire ça à mon tour, tu vois. J'ai changé beaucoup avec des entrepreneurs et je me rendais compte que j'avais la capacité aussi de les challenger, d'avoir des idées et d'arriver à passer à l'action aussi. La seule chose, c'est de pas faire un choix par peur. Par exemple, faire le choix des études par peur qu'un jour, ça te soit reproché par un employeur imaginaire de pas avoir fait telles études, c'est pas une bonne raison de le faire, quoi. Salut Charlotte. Salut Antoine. Alors, je suis passé à Nice pendant mon road trip où je rencontre des entrepreneurs libres pour te rencontrer. C'est pas la première fois que je te vois. On avait fait déjà une petite interview ensemble il y a peut-être 1 an ou 2, non ? C'est ça, oui. Pour ta chaîne. Et alors toi, t'as un site qui s'appelle postadem.com, c'est ça ? Je pense que le concept, tu peux nous le résumer assez facilement. C'est quoi ? Ouais, en fait, post-ADEM, c'est donc comme post à démission. Ouais. C'est pour des personnes qui se reconnaissent plus dans leur job et qui aspirent à faire autre chose. Donc, soit qui vont chercher leur voie et ce qu'elles pourraient faire, soit qui ont déjà un projet en tête mais qui veulent passer à l'action. Voilà, donc des salariés qui veulent poser leur DEM, quoi, comme son nom l'indique. Donc, j'imagine que tu leur apprends pas seulement à comment poser sa DEM, tu leur apprends aussi à quoi faire ensuite. C'est ça, moi je suis pas une juriste sociale du tout. Moi je les aide vraiment à trouver ce qu'ils vont vouloir faire d'autre. Donc là c'est vraiment, je suis en poste, je me pose des questions, je sais pas vers quoi me tourner, j'ai du mal à être au clair sur mes compétences. Donc je les aide vraiment à trouver ce projet. Et il y a ceux qui ont déjà ce projet en tête, qui veulent le concrétiser. Et donc on voit comment passer à l'action. Mais vraiment, tu vois, étape par étape, pas à pas. Parce que le but c'est pas de poser sa DEM du jour au lendemain sur un coup de tête. Ça fait un peu rêver, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je déconseille d'ailleurs de le faire sur un coup de tête. Ouais. Donc on ça c'est intéressant. Parce que je pense qu'on a pas mal de gens qui nous suivent, qui sont encore salariés, et qui aimeraient justement poser leur démission. Et parfois, moi, ça m'arrive de recevoir des mails de gens qui me disent « Ouais, grâce à toi, Antoine, j'ai posé ma démission hier, ça y est, je vais me lancer. Bon, j'ai encore rien fait, mais moi, je suis là, oh, mais attends, mais lance ton truc d'abord, tu vois, trouve déjà une option. Tu vois, c'est pas si simple. Ouais. Et justement, je voulais, alors, avant que tu nous racontes un peu ton histoire et comment t'en es arrivé là, c'est pas juste un petit blog quand même. C'est quoi un peu tes chiffres aujourd'hui ? C'est quoi la taille de ton business aujourd'hui ? Alors, le blog, il attire un peu plus de 20 000 lecteurs par mois. Ouais. Voilà. Donc, dessus, il y a des interviews, il y a des articles concrets, pratiques. Donc, beaucoup de contenu. On sort à peu près 3 contenus par semaine depuis 2 ans et demi. Donc, ça fait quand même déjà pas mal de volume. Et ensuite, au niveau de la communauté, il y a une communauté d'à peu près 10 000 personnes. Donc, il y a un groupe en ligne, il y a les abonnés email. Voilà. Donc, ça dépend quel chiffre on regarde exactement. T'as une équipe aussi qui bosse avec toi ? Ouais, c'est ça. J'ai une dizaine de personnes avec lesquelles je travaille. C'est que des indépendants. Mais j'ai des coachs, des mentors, j'en ai en communication, en marketing, donc des profils assez variés. Ok. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire et comment t'en es arrivé à faire ça ? Parce qu'à la base, t'étais pas forcément prédestiné pour faire ce métier un peu particulier. Oui, complètement. Alors moi, j'ai un parcours... Bonne élève, j'ai commencé mes études en faisant une classe préparatoire, donc dans l'idée de préparer des concours pour faire de belles études et derrière avoir une belle carrière, c'était vraiment le plan de départ. Donc j'ai fait une prépa, ensuite j'ai quitté le Sud pour aller à Paris et aller à Sciences Po. Donc j'ai fait mon master à Sciences Po et j'ai choisi un master en ressources humaines, ce qui n'est pas forcément très connu à Sciences Po, c'est pas que pour faire affaires publiques, en me disant, moi comme ça je vais pouvoir un peu bisounours, tu sais, rendre les salariés heureux et épanouis dans leur job, quoi. Donc il y avait quand même déjà des liens avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai fait ce master-là, j'ai commencé à travailler en RH et en recrutement spécifiquement, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais pas à m'épanouir là-dedans, et j'avais la sensation en tant que RH que finalement j'étais une petite pièce du puzzle, mais que ça allait pas faire la différence, et voilà. Et je me reconnaissais pas là-dedans. Donc je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre des études 1 an pour travailler dans le conseil en management, parce que j'aurai un rôle peut-être plus stratégique. Donc j'ai repris 1 an d'études dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP Europe à Paris. Et ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil en management. Donc j'étais consultante spécialisée en RH, en conduite du changement. Ce qui était très bien au début, parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est des missions très variées chez des gros clients. Il y avait une super ambiance aussi, mais finalement, assez rapidement, le côté un peu euphorie du début est passé. Et j'étais vraiment staffée sur des missions où j'avais l'impression d'être là un peu un pion, tu vois, avec beaucoup de temps passé en réunion, sur Excel, sur PowerPoint. Donc, pas épanouissant pour moi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur ce que je voulais, sur où je voulais trouver du sens, sur ce que j'étais capable de faire, ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai eu une grosse période d'introspection, de réflexion.
Et en parallèle, j'ai eu aussi une phase de ce que j'appelle exploration, donc de découvrir le milieu de l'entrepreneuriat, de participer à plein d'événements à Paris, rencontrer des entrepreneurs, des gens qui avaient changé de voie, donc beaucoup de lectures aussi, vraiment une exploration de ce que je pouvais faire dans ce domaine-là. Donc à ce moment-là, en allant pas trop vite, c'était à quel moment ça? Quelle année? C'était sur 2015-2016. D'accord, sur 2015-2016, Ouais. donc tu es dans une grosse boîte Ouais, et tu dis j'en ai marre et tu lorgnes évidemment sur l'entrepreneuriat. ça Et commence. à ce moment-là, tu dis je vais commencer à regarder ce qui se fait, tu vas dans tous les salons, les événements, etc. C'est Tu ça. rencontres du monde, ok. C'est ça, exactement. Et ça fait son chemin, mais doucement. Et l'entrepreneuriat, dans ma tête, c'est encore... Mais je suis pas capable de ça. Parce que j'avais en tête, tu vois, le profil d'entrepreneur qui est un peu un guerrier, un aventurier Ouais. qui prend des risques. Et moi, j'étais là, non, mais moi, voilà, j'ai fait mes études, je suis bien carrée, je vais pas me lancer là-dedans. Mais il y a un truc qui m'attirait, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à force d'exploration, je me suis dit, quitter maintenant mon job pour entreprendre, je me sens pas prête. En revanche, j'aimerais voir à quoi ça ressemble de l'intérieur l'entrepreneuriat. Donc, je vais bosser dans une start-up. C'était beaucoup la mode des startups, on en parlait beaucoup. Et du coup, j'ai posé madame du conseil, aussi en passant par une phase un peu, ce que j'appelle un mini burn-out, parce que c'était assez court. C'était pas aussi violent que peut l'être un burn-out, mais c'était quand même déjà un petit peu ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est trop, je pose madame. Et j'ai trouvé un job super rapidement. Alors, j'ai trouvé le job avant de poser madame, ça s'est fait à 8 jours près, dans une start-up dans la formation. Et donc là, j'ai pu voir ce que ça donnait, que d'être dans une petite équipe, on était 4 personnes, tu vois, c'était rien à voir avec ce que je faisais avant pour des gros clients, en fait. Tu préférais ça déjà? C'était mieux? Ah ouais, ça avait complètement changé. Moi, j'avais un job de business développeur. Ouais. Donc j'étais commerciale, mais j'étais aussi un peu couteau suisse, enfin tu vois, formatrice, je faisais énormément de choses en fait. Et du coup, en étant là-bas, en plus dans un incubateur, donc il y avait d'autres boîtes qui travaillaient là-bas, d'autres startups, je me suis dit, mais en fait, je suis capable de faire ça à mon tour, tu vois. J'ai changé beaucoup avec des entrepreneurs et je me rendais compte que j'avais la capacité aussi de les challenger et d'avoir des idées et d'arriver à passer à l'action aussi. Et du coup, j'ai fait que quelques mois là-bas, avant que ça se termine avec une rupture conventionnelle et je me suis lancée en indépendante. Et c'est là que j'avais le projet de Postadem qui commençait un petit peu à germer. C'était encore très flou, c'était encore très très flou, mais je me suis lancée en indépendante. J'ai fait pas mal de missions freelance en formation et pendant ce temps-là, j'ai commencé vraiment Postadem à fond. Voilà, et ça c'était du coup en 2017. Et au départ, c'était quoi Postadem? C'était un blog, c'était une chaîne YouTube, c'était... Non, pas chaîne YouTube mais blog. Ouais, clairement c'était... C'était juste un blog que tu tenais toute seule? Un blog WordPress? Non, alors en fait, oui, c'est un blog WordPress, mais au début, je le voyais déjà vraiment comme une boîte et pas comme un blog où je vais juste commencer à produire du contenu et voir ce qui se passe. J'avais vraiment en tête ce que je voulais en faire. J'étais partie du constat que moi, quand j'étais dans ce cas-là, de pas me reconnaître dans mon job, j'avais pas vraiment une solution adaptée. J'avais rien en termes de contenu qualitatif. Maintenant, il y en a de plus en plus quand même. C'est un sujet qui est quand même assez à la mode, donc il y en a de plus en plus. Mais à l'époque, franchement, il y avait rien qui me parlait. Donc déjà ça. Il y avait pas de communauté de gens vraiment où je me reconnaissais chez eux. J'avais dû chercher les gens par moi-même. Donc je m'étais dit, il faudrait une communauté, du contenu et des programmes, tu vois, qui soient vraiment... qui dépoussière un peu tout ce qui est bilan de compétences et tout, quoi. Donc dès le départ, tu savais ce que tu voulais faire. Ouais. C'était assez précis et ton audience cible, en fait, c'était toi. C'était les gens comme toi. C'est ça. Qui étaient passés par les mêmes difficultés que toi, qui avaient le même désir que toi et donc qui cherchaient des solutions. C'est ça, exactement. Donc c'était le mois d'avant et... tous les gens que j'avais rencontrés et aussi tous mes anciens collègues, et puis parce que du coup j'avais fait aussi mon enquête, tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc important dès que je lance quelque chose. Avant c'est ok, qui est ma cible, de quoi elle a besoin, quel est le problème, qu'est-ce qu'elle ressent. Enfin, j'avais vraiment fait ce travail-là avant, facilité parce que j'avais été dans ce cas-là, mais je voulais justement pas non plus me baser que sur mon expérience parce que sinon ça peut être un peu biaisé. Mais je m'étais rendu compte qu'en fait mon expérience et mon vécu étaient très similaires à ce que les autres vivaient, tu vois, sauf que eux n'arrivaient pas à franchir ce cap pour X ou Y raison. Donc j'ai analysé ces raisons et je me suis dit quelle solution je peux proposer pour ça. Où est-ce que tu as appris à faire tout ça? Où est-ce que j'ai appris tout ça? T'as suivi des méthodes, des trucs, ou ça venait aussi de ta formation Sciences Po, etc., ou de ce que tu avais fait en entreprise? C'est un espèce de mix de beaucoup de choses. C'est-à-dire que Sciences Po, on travaille pas sur tout ça, mais ça t'apporte quand même un cadre, une méthode. Donc ça, une rigueur intellectuelle aussi, j'imagine. C'est ça, tu vois. Indirectement, ça a aidé. Je saurais pas te dire comment exactement, mais ça a forcément un petit peu aidé. Ce que j'ai fait dans mes boulots type business développeur, j'avais un peu cette fibre entre guillemets commerciale qui c'était différent, c'est du B2B, on vendait à des entreprises, donc c'est pas pareil, mais il y avait quand même un petit peu ça, il y avait plein de choses qui se cumulent, et puis aussi je me suis rendu compte en démarrant ça que j'avais, moi, vraiment intérieurement, cette... je sais pas si c'est une fibre entrepreneuriale, mais beaucoup de choses qui me semblaient évidentes. Et j'avais tellement envie de le faire que je le faisais. Et en faisant les choses, on dit mieux vaut fait que parfait.
En tout cas, moi, je le dis. Je pense que toi aussi, tu vois, c'est un truc fréquent. Et c'est exactement ça, c'est que j'ai commencé à faire les choses et en apprenant sur le tas. Ok. Donc voilà, et c'est pareil aujourd'hui, parce que je développe la boîte. Maintenant, mon rôle, c'est pas le même que quand moi je me suis lancée, tu vois, parce que j'ai une équipe, parce que ça grandit. Et c'est toujours, t'apprends un peu sur le tas et il faut faire confiance et pas trop se poser de questions aussi parfois, quoi. Ok, donc on est en 2017, c'est ça ? À ce moment-là, ouais, 2017. Tu lances ton blog avec toute une stratégie derrière. Ouais. T'as déjà des gens qui rédigent du contenu pour ce blog ? Non, en fait, alors déjà 2017, je commence à y réfléchir, mais le site, il est lancé officiellement début janvier 2018, à ce moment-là. J'ai fait tous les articles moi-même, toutes les interviews moi-même, donc j'allais voir les gens dans des cafés, je prenais l'interview moi-même, je faisais tout moi-même, je faisais les coachings moi-même, je faisais absolument tout. Et c'est seulement 1 an plus tard que j'ai commencé à avoir vraiment de l'aide pour le contenu. Et donc là, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi depuis un moment maintenant, qui s'occupe des interviews. Et on fait faire beaucoup d'articles invités. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont membres de la communauté, qui sont des lecteurs, qui veulent partager leur expérience, qui vont rédiger les contenus. Voilà. Après, j'ai une équipe, on a aussi des articles faits par l'équipe ou encore par moi. Moi, j'en fais un par semaine. C'est pas vraiment un article, c'est ce que j'appelle une chronique. En fait, j'envoie ça tous les dimanches, tu vois, c'est un texte un petit peu plus personnel et je fais ça tous les dimanches parce que sinon, je craignais d'être restée dans un cadre un petit peu trop strict avec ces articles. Voilà. Et ces articles invités, les gens les font gratuitement ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Est-ce qu'ils mettent un lien vers leur travail ou quelque chose ? Ils se font un peu de pub dedans, c'est ça ? C'est ça. Okay. En fait, il y a un lien vers leur travail et puis du coup, ça leur fait une vitrine, une jolie vitrine. Et puis souvent, moi au début, je me disais, mais qui va vouloir faire ça, quoi ? Est-ce qu'ils vont être OK avec ça ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de propositions de gens qui, d'eux-mêmes, le proposaient. Je me suis dit, mais en fait, ça a l'air de fonctionner. Et donc, à chaque fois, peut-être 2-3 fois par an, je fais un appel en disant, on cherche les prochaines interviews, prochains articles invités. Boum, on en reçoit tellement de propositions que ça roule comme ça, quoi. À quel moment t'as arrêté ton travail pour faire ça à plein temps ? Du coup, pour le coup, moi, j'ai arrêté mon travail et ensuite, j'ai fait ça à plein temps. Par contre, j'avais encore des missions freelance en parallèle. Ok. Voilà. Et les missions freelance en parallèle, j'en ai fait pendant encore 6 mois après m'être lancée sur Postadem. Et après, j'ai dit stop parce que c'était plus possible, quoi. C'était trop de boulot. Donc j'ai dit stop. Et en fait, j'avais un objectif quand j'ai démarré Postadem, c'était de pouvoir me rémunérer au bout de 6 mois d'activité avec Postadem et me rémunérer sans les missions freelance. Donc vraiment que sur Postadem. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'était vraiment l'objectif et ça a fonctionné. Et donc, j'ai pu arrêter tout le reste. Alors, c'était quoi, au départ, tes sources de revenus sur Postadem ? Une seule chose, c'était les programmes d'accompagnement individuel. Au début, j'avais que ça. Les 6 premiers mois, c'était que ça. Donc, des formes de coaching. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai fait que ça pendant 6 mois. Ensuite, j'ai lancé ma première formation en ligne, toute première. Et ensuite, j'ai développé les autres programmes d'accompagnement, les autres programmes en ligne. Voilà, il y a eu séminaire, il y a eu pas mal d'autres choses. Mais c'est surtout accompagnement et programme en ligne. Et les gens qui prenaient les coachings, c'était quel genre de personnes, quel genre de profil ? Il y a de tout. Il y a vraiment de tout, aussi bien au niveau des parcours qu'au niveau de l'âge, qu'au niveau des projets. C'est vraiment extrêmement différent. Tu peux avoir quelqu'un qui a 26 ans et qui a fait que 2 ans dans sa boîte et qui se dit « mais c'est pas ça que je veux pour ma vie ». Comme tu peux avoir quelqu'un qui a 50 ans, qui a déjà eu 3 carrières différentes. Enfin, c'est extrêmement varié. Et d'ailleurs, ça, c'était presque une surprise pour moi parce que j'avais un peu un biais, tu vois, de mon milieu à moi, de mon réseau à moi, où je me disais que j'allais avoir ce profil un peu similaire au mien, quasiment que ça, et pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment de tout dans les profils. D'accord. Ouais. Et les gens que tu coaches pour les aider, tu as une méthode qui s'applique un peu à tout le monde, ou tu prends chaque personne différemment et tu choisis une méthode qui lui correspond le mieux. Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, y a une méthode standardisée, entre guillemets, tu vois, qui est notamment dans le programme en ligne. Quand c'est du programme uniquement en ligne que la personne suit, elle n'a pas un coaching en direct. En revanche, il y a une mentor dans le groupe de formation qui va répondre aux commentaires, aux exercices. Donc, tu as quand même la personnalisation, mais les exercices, la méthode reste la même. Quand c'est fait en accompagnement individuel, par contre, là, la coach, elle va vraiment pouvoir s'adapter à la personne. C'est elle qui va choisir les exercices, qui va en créer exprès. Donc, c'est beaucoup plus personnalisé, tu vois. Mais j'ai quand même vraiment créé ma structure, ma méthode de base. Et pour rentrer un peu en détail, c'est quel genre d'exercice ? Alors, tu as des exercices d'introspection pour te questionner sur toi, sur tes envies, sur tes talents, tes compétences, sur le sens, sur ton pourquoi, ton why, des choses comme ça, donc sur ton parcours professionnel. Un peu comme pourrait le faire une
Et quelqu'un qui t'aide pour ton orientation, un conseiller d'orientation, mais en mieux. C'est ça, j'allais rajouter en mieux. Ouais, je sentais que ça allait pas te plaire cette comparaison, donc je précise. Mais une espèce de petit test, tu sais, où on te dit un métier à la fin, ben voilà, c'est du coup pas ça la conclusion. En fait, c'est la différence pour te dire, c'est que c'est beaucoup des exercices où plutôt que de mettre dans une case, tu vois, un peu comme un test ou un quiz, c'est que c'est des questions d'introspection ouvertes qui vont te faire aboutir à une réponse. Tu auras de la matière sur toi-même, tu vois. C'est vraiment ça le principe. Donc, tu as des exercices d'introspection et puis tu as aussi des exercices plus d'exploration ou d'action, parce que si tu restes que dans ta tête et dans ton mental, à un moment, ça va coincer. Et donc, on les amène vraiment à aller voir sur le terrain à quoi ça ressemble ce métier, à quoi ça ressemble ce projet. Et donc, ça aussi, il y a du travail à faire là-dessus. Et quand les gens sont accompagnés par Postadem, qu'est-ce qu'ils font après ? Qu'est-ce qu'ils font après ? Plein de choses différentes. On a une grande partie quand même qui se tourne vers l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le programme principal que j'ai, c'est pour faire un side project, c'est pour créer ton projet en parallèle de ton job. Et du coup, ça, c'est vraiment le truc que je recommande. Et on a de tout dans les projets. On parle des projets dans le coaching, dans la formation, il y en a. Ça, c'est clair, c'est une bonne partie. Mais il y a aussi des projets dans l'alimentaire, dans l'hygiène, beauté, santé. Ça peut être des choses très différentes. Ça peut être d'ouvrir un espace de coworking, comme ça peut être de commercialiser des biscuits, comme ça peut être de devenir coach ou sophrologue, quoi, tu vois. C'est très différent. Et tu dis une grande partie se tourne vers l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qu'ils font les autres, du coup ? Recherche d'emploi, mobilité interne, recherche d'emploi. C'est aussi Postadem pour trouver un autre emploi. C'est pas forcément quitter le salariat. Exactement. D'accord. C'est la majorité va se tourner vers ça, ou en tout cas a envie de se tourner vers ça. Ça veut pas dire qu'ils le font au final, mais en tout cas, il y a tous les projets possibles. Moi, ça peut être aussi quelqu'un qu'on accompagne et qui me dit à la fin, bah en fait, mon job c'est ce qu'il me faut. Simplement, il faut des petits ajustements ou mobilité interne, c'est parfait. Moi, je veux pas forcément que la personne elle Postadem, je veux juste qu'elle trouve ce qui lui convient et qu'elle y arrive, tu vois. Mais ça peut prendre plein de formes différentes. Aussi de partir en voyage. Enfin, tu vois, il y a plein de choses possibles, en fait. Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens se fassent accompagner ou simplement suivent tes conseils, qui posent leur dème et qu'ensuite qu'ils le regrettent et qu'ils viennent te voir pour se plaindre ? J'ai pas souvenir de ça. Par contre, des gens qui se plaignent, non, ça j'ai pas eu. Qui regrettent, j'ai pas eu. Par contre, il y a des gens qui vont partir sur un projet, j'en ai en tête, et qui au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, vont dire mais en fait non, c'est pas ça que je veux, et qui vont rechanger. Mais il n'y a pas de regret là-dedans. Il n'y a pas de regret parce que c'est plutôt maintenant je sais pourquoi ce projet me convient pas. Donc je suis contente de pouvoir changer à nouveau. Et l'idée c'est que quand tu as déjà posé ta dème une fois, si tu as déjà appris à changer, tu peux réutiliser ça. Par exemple, tu vois, exemple concret, j'ai une cliente qui était passée par Side Project, et elle est partie sur un projet dans l'événementiel qui était assez proche de son ancien job, mais elle voulait faire ça en indépendante en fait. Et elle s'est rendue compte au bout de quelques mois qu'en fait, c'était pas ça qu'il lui fallait, donc elle est partie sur autre chose et elle a repris toute la méthode. Et du coup, c'est parti, quoi. Et là, elle est vraiment à sa place maintenant, dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de regret de ça, quoi. C'est plus, un apprentissage en plus, en fait. Et alors, j'ai une question aussi sur ton équipe. Comment est-ce que tu as construit ton équipe ? Est-ce que tu as attendu à chaque fois d'avoir besoin de main-d'œuvre pour faire grossir ton équipe ? Ou est-ce que tu t'es dit dès le début, je veux une équipe, et une fois que tu l'as eu, il fallait leur trouver des choses à faire ? Non, non, c'est en fonction des besoins. En fait, dans l'ordre, j'ai commencé vraiment avec un besoin fort qui était sur la partie contenu, community management et animation des réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé par ça et j'ai recruté mon ancienne stagiaire qui avait fait un stage avec moi en tant que freelance. Tout le monde est indépendant dans mon équipe. Donc là, il y avait vraiment un besoin. Ensuite, j'ai recruté des mentors et des coachs et dans mon équipe, 80%, c'est des anciens clients ou membres de la communauté. Intéressant, d'accord. Ce qui est génial parce qu'en fait, ils connaissent très bien. Ils connaissent presque mieux que moi parfois, quoi. C'est impressionnant. Donc, les coachs et les mentors, c'est que des anciens clients. Que ça. Ce qui fait que ils sont passés par là, ils connaissent par cœur et en fait ils sont fiers aussi, tu vois, de pouvoir le proposer à leur tour et accompagner les gens là-dedans. Donc ça c'est génial. Et ensuite sinon c'est en fonction des besoins. Là tu vois par exemple il y en a 2 dans mon équipe. Alors on n'est pas c'est pas des anciens clients pour le coup, mais eux tu vois je les ai recrutés parce qu'il y avait un besoin et aussi parce que eux ils ont su en tant qu'experts de leur domaine me montrer vers quoi je pouvais aller et presque me donner plus d'ambition sur certains sujets et m'accompagner là-dedans. Mais globalement c'est vraiment en majorité un besoin, une personne de la communauté, ancien client, et ensuite ça roule, quoi. Ok. Et comment tu les formes ? Alors, comment je les forme ? Ça dépend de ton équipe, ça dépend de leur profil. Alors, déjà, le fait que ce soit des anciens, toute la philosophie, tout le mindset, ils l'ont déjà. Donc, on va en discuter ensemble, et ça va plus être un format, en fait,
presque du coaching, tu vois, un échange où moi je vais les questionner sur ce qu'ils veulent, eux ce qu'ils voient là-dedans, et donc c'est plus un échange qui se fait comme ça. Ensuite, vraiment au niveau des process et de comment faire, tu vois, il y a le why et puis il y a le comment tu fais les choses. Là par contre, je suis très process pour le coup, donc il y a des process, il y a des trames. Tu peux voir aussi par exemple pour les mentors dans les anciens groupes de formation comment ça fonctionne, et après de manière très pratico-pratique au quotidien quand il y a des questions, note vocale WhatsApp et on est en contact et on échange comme ça, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi le plus gros là où tu passes le plus de temps? C'est sur le fait de gérer ton équipe, de les former, sur la création de contenu, sur la stratégie? C'est un petit mix de tout ça. Alors, j'ai encore du temps sur les accompagnements individuels moi-même, parce que j'ai encore des clients en cours. Donc, tu continues à faire des Je prends plus de nouveaux clients moi-même depuis des mois, mais en fait, j'ai encore des clients en cours, donc j'ai toujours ça qui me prend à peu près 1 à 2 jours par semaine. Ensuite, je passe du temps effectivement sur le contenu pour le dimanche, mais c'est tout pour le coup. Et je passe beaucoup de temps sur la partie communauté et lancement des programmes de formation. Vraiment, tu vois, sur la partie marketing, vendre des programmes, c'est là-dessus que je passe pas mal de temps. Et en fait, tout cumulé, ça fait plein de choses mis bout à bout, quoi. Et puis des petits moments sympas sur l'administratif, sur ce genre de trucs, quoi. Je me demandais si t'avais plus de femmes dans ton audience que d'hommes. Il y en a plus. Il y a plus de femmes. C'est pas non plus que féminin, loin de là. Mais il y a quand même une proportion plus importante de femmes. Après, c'est intéressant parce que dans les abonnés email, la différence homme-femme est moins importante, ou même dans les lecteurs du site ou dans la communauté, c'est moins important que dans les programmes payants. Dans les programmes payants, il y a beaucoup plus de femmes. Par exemple, le séminaire de janvier, sur 25 personnes, il y avait un homme. Tu vois, mais après, il y a des cas, tu vois, Side Project en ligne, il y a une promo où il y avait peut-être un tiers d'hommes, et là, c'est vraiment une minorité, quoi. Donc, ça dépend des cas. C'est drôle parce que j'ai un peu les mêmes chiffres. Alors, moi, j'ai une majorité d'hommes qui me suivent sur le contenu gratuit, mais pareil, sur les formations, il y a beaucoup plus il n'y a pas plus de femmes que d'hommes, mais en tout cas, ça s'équilibre beaucoup plus. Ok. Et donc, les hommes nous doivent être radins, je sais pas. Mais c'est vrai que sur les programmes payants, j'ai plus de femmes aussi. Ok. Je me demandais, alors, d'autres questions là-dessus. Le fait que tu aies fait des longues études, etc., que tu te sois lancé dans un parcours classique d'élève brillant, est-ce que quand tu as décidé d'arrêter ça pour créer ta boîte, est-ce que ça a créé peut-être des inquiétudes chez ton entourage ou chez tes parents à ce moment-là, je sais pas. Non, non, j'ai beaucoup de clients pour qui c'est le cas, mais c'est vrai que moi, ça s'est bien passé, ma famille était OK avec ça, au contraire, plus fais ce que t'aimes. Ils te faisaient confiance. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'ils faisaient confiance, donc il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Je pense que de toute façon, d'ailleurs, c'était ma mère qui m'avait dit un soir au téléphone, parce que je me plaignais encore de mon job, tu vois, et elle me dit, mais en fait, pourquoi tu pars pas ? Et là, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas bête, effectivement, comme idée, et qu'elle me le dise. Et quand je lui parlais un petit peu de mes envies, de mes idées, de ce que je découvrais, elle m'encourageait vraiment là-dedans pour que moi, je sois heureuse dans ce que je fais. Mais je pense que, voilà, parce qu'elle a aussi confiance dans le fait que je retombe toujours sur mes pattes et que je m'en sortirai, quoi. Donc c'était au contraire, profite de pouvoir le faire, quoi. Et comment t'expliques que tant de gens, y compris des gens qui sont compétents, qui sont qualifiés, restent justement dans un métier de salarié qui les épuise ou qui leur plaît pas? Il y a plein de raisons. C'est beaucoup de peur, beaucoup de peur. Il y a la peur du regard des autres, elle est importante parce que déjà il y a la famille souvent. Moi j'ai eu de la chance là-dessus, mais il y a souvent la famille. Mais il peut y avoir aussi le regard des autres, des collègues, clairement. Ça peut être aussi du management, ça peut être des amis, parce qu'en plus on fait partie quand même d'un cercle social. On a les collègues, on a tout. Voilà. Donc déjà il peut y avoir ça. Il y a aussi la peur de se tromper. La peur de l'échec, de partir sur quelque chose où on a un peu la sensation, tu vois, de repartir de zéro ou de casser ce qu'on a construit. C'est quelque chose de fréquent, c'est j'ai cassé ce que j'ai construit, voilà, j'ai investi pour mes études, j'ai investi du temps dans ma carrière. C'est l'aversion à la perte aussi, de se dire c'est ça. J'ai investi du temps pour construire tout ça, j'ai pas envie de le perdre, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, et ça c'est très fréquent. Et c'est de pire en pire quand le temps passe, en fait, c'est vraiment de pire en pire. Ouais. Après, il y a aussi des personnes qui ont 40 ans et qui se disent, bon, tu sais quoi, c'est pas si grave, et d'autres qui en ont 28 et qui se font une montagne de ça, donc ça dépend aussi de ta perception de ça. Et ensuite, il y a l'aspect financier qui fait très peur, parce qu'on se dit, mais attends, moi, si je pose madame, si je change, finalement, qui me dit que je vais gagner la même chose, surtout dans l'entrepreneuriat, mais même changement de job, même salarié, il y en a beaucoup qui ont peur de perdre au change, donc ça, c'est vraiment un frein important. Donc, il y a plein de choses qui font que tu peux être tenté de rester là où tu es, parce que c'est un problème qui...
à moins de se retrouver, tu vois, en burn-out ou vraiment en difficulté importante, il n'y a pas forcément la notion d'urgence. Et qu'est-ce qui te fait passer à l'action? C'est que c'est important et c'est que c'est urgent. Ouais. Et si tu as le choix, s'il n'y a pas d'urgence dans cette histoire-là, bah, ça peut traîner. Et c'est pour ça que les contenus que je fais et tout ce que je fais, c'est pour petit à petit distiller cette idée, tu vois, que ça germe dans l'esprit de ceux qui en ont besoin pour qu'un jour, boum, quoi, ça y est, ça fasse son chemin. Mais c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent « Ah, bah, ça fait 2 ans que je te suis et ça y est, je passe à l'action, je pose madame, quoi. » Donc, c'est du temps qui est lié aux peurs, qui est lié aussi un peu à des croyances, tu vois, au fonctionnement de la société. Et puis après, il y a aussi des choses très pratico-pratiques du type « J'arrive pas à négocier ma rupture conventionnelle, j'ai pas envie de poser madame, donc ça traîne, quoi. » Mais Tout le côté un peu technique, justement, toi, tu les formes aussi là-dessus, tu les aides aussi là-dessus? Pas dans le détail, c'est-à-dire qu'avec l'équipe, on est capable de donner quand même du conseil, on va dire assez poussé là-dessus, mais c'est vraiment pas non plus notre spécialité, on n'est pas juriste, on n'est pas, voilà. Donc, quand il y a vraiment des questions spécifiques, on redirige, ou, en vrai, ce qui marche le mieux, c'est dans le groupe, dans la communauté, il y en a tellement qui sont passés par là, que quand quelqu'un fait un post pour demander des conseils sur sa rupture conventionnelle, sur la modalité de rupture du contrat, il y a toujours plein de gens qui lui répondent, et des choses très précises, parce que ils viennent de passer par là. Voilà. Ok. Revenons un peu sur la création de ton activité. Donc, tu as ton blog, tu développes, tu construis une équipe, principalement de coachs et de gens qui vont pouvoir créer du contenu. Oui. Comment ça évolue ensuite? Ça reste un blog, le contenu principal? Est-ce que tu crées d'autres canaux, par exemple des vidéos, une chaîne YouTube, etc. Est-ce que tu crées d'autres types de contenus, des formations? Comment ça se passe? Oui. Alors, YouTube et moi, pour l'instant, on n'est pas très copains. J'avais fait une série de vidéos pour calendrier de l'Avent en décembre avec une vidéo par jour. Donc, il y a quelques vidéos sur la chaîne, mais honnêtement, je la développe pas du tout. Je mets pas ça en avant. Je suis pas encore très à l'aise avec. Donc, voilà. Donc, ça, pour l'instant, c'est en stand-by. C'est vraiment de l'écrit. Donc, c'est, tu vois, les articles, les mails, ce genre de choses. Et après, en termes de création de contenu, les programmes en ligne qui ont été un gros morceau et qui le seront encore, quoi. Donc, voilà. Et en termes de revenus, aujourd'hui, qu'est-ce qui rapporte le plus? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Alors, ça a évolué. En 2019, c'était 50-50 entre les programmes d'accompagnement individuel que je faisais moi et les programmes en ligne. D'accord. Et là, l'idée, c'est que on passe sur du 70-30 parce qu'en plus, sur les programmes individuels, moi, je les fais plus directement, donc c'est plus la même marge aussi. Et ces programmes en ligne, en grande priorité, il faut que ce soit les 3/4 du chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. Évidemment, ça permet de toucher plus de monde, j'imagine, et donc d'avoir un truc qui peut scaler ou être à l'échelle. C'est ça, exactement. Parce que les programmes d'accompagnement, t'es assez vite limité, quoi, en temps. Donc, et puis, en termes d'impact aussi, c'est pas exactement la même chose. Moi, je sais que j'ai aussi cette volonté d'impact. Et j'adore quand il y a une promo, tu vois, de 30-40 personnes qui avancent en même temps. Enfin, il y a une dynamique là-dedans que moi, j'aime beaucoup. Donc, clairement, c'est la priorité de développer la partie programme en ligne, ouais. Comment ça fonctionne, ces programmes en ligne? C'est sur quelle plateforme tu utilises? Comment tu fais tes lancements? Alors, au niveau du contenu, le contenu déjà c'est vidéo PDF, c'est hébergé sur Teachable. Moi, je suis sur Teachable. Et le principe, c'est que tu as une durée de formation. Si je prends Side Project, ça dure 3 mois. Et pendant 3 mois, en fait, chaque semaine, tu as un module qui est débloqué. C'est vraiment progressif. Et tu fais partie d'un groupe de formation. Donc là, on est sur Facebook. En fait, c'est un groupe privé Facebook avec tous les membres du programme de cette session-là et les mentors. Donc, il y a 2 mentors qui sont complémentaires et qui animent, ce qui fait que chaque semaine, concrètement, le participant sur Teachable, il a son contenu entre 1 heure et 1 heure et demie. Les exercices de la semaine, qui lui prennent quelques heures, et il vient les partager sur le groupe de formation. Donc, on a une publication par exercice. Comme ça, tout le monde commente la même. Les mentors, ils répondent aux exercices. Et on fonctionne comme ça pendant 3 mois. Et je fais aussi des lives tous les mois dans le groupe privé Facebook. Voilà, donc c'est des outils assez simples, tu vois, mais qui sont efficaces. Et voilà. Et pour un lancement, essentiellement email. Moi, c'est beaucoup par email, en fait. C'est-à-dire que... Pour détailler un petit peu là-dessus, j'ai 2 mini-programmes. Donc ça, c'est des programmes gratuits qui se font que par mail et qui tournent en fait en permanence. Et donc, les gens s'inscrivent à ça. Moi, ça me permet de savoir qui est intéressé par ce sujet, en fait. C'est vraiment associé aux 2 programmes payants. Tu as les 2 mini gratuits. Et donc, quand on est en phase de lancement, là, depuis quelques mois, on fait de la publicité sur les mini-cours gratuits pour faire vraiment de l'acquisition. Et ensuite, derrière, il y a vraiment une campagne email qui se fait sur à peu près 8 à 10 jours quand on est en phase de lancement. Voilà, donc c'est essentiellement email. Ok, tu fais un peu de segmentation du coup, tout le monde n'est pas envoyé sur la même séquence. C'est ça, exactement. En fait, on utilise ActiveCampaign. Avant, j'étais sur Mailchimp, mais là, ça me suffisait plus du tout pour faire ce type de segmentation et de lancement. Donc, ActiveCampaign, on élimine vraiment ceux qui sont déjà clients, on élimine ceux qui sont pas dans la cible, et on va aussi mettre, tu vois, proposer de ne pas recevoir les mails. Enfin, moi, j'essaie vraiment
de respecter au maximum, tu vois, les souhaits des inscrits. C'est pas toujours facile. Ouais. C'est pas toujours facile de segmenter de manière pertinente, tu vois, qui convienne à tout le monde. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de faire le max là-dessus pour avoir suffisamment de volume, qualifié et qui embête pas ceux qui sont pas dans la cible, quoi. Voilà. Et tout ce qui est justement segmentation, marketing, c'est des choses, toi, qui t'amusent, que t'aimes bien faire, ou c'est des choses que tu dois faire? Non, j'aime bien. Pour le coup, Ok. j'aime bien. Ça me plaît bien, ouais. Moi, j'ai bien aimé faire le contenu du programme, tu vois, la partie pédagogique, ça m'a plu. Mais maintenant, là, le fait de développer la partie marketing, ça me plaît beaucoup. Et par exemple, en septembre, ça va être vraiment le focus du mois. Ça va être sur le marketing, sur le lancement de Side Project de fin septembre. Et je trouve ça trop chouette parce qu'en fait, on va faire beaucoup de choses qui sont assez originales, qui vont changer d'habitude. Et j'aime bien le côté vente, non pas pour vendre, tu vois, mais parce que je trouve ça trop chouette d'être au contact de gens qui hésitent, de leur montrer ce que ça peut leur apporter. Je passe beaucoup de temps aussi au téléphone avec ceux qui sont intéressés mais qui hésitent. Je le fais moi-même. J'ai une personne de l'équipe aussi qui le fait. Comment ça se passe? Donc quelqu'un est intéressé par une formation, comment tu sais qu'il hésite et comment t'en viens à l'appeler? Ouais, en fait, je propose par mail. Il y a vraiment une suite d'emails. 3-4 jours avant la fin, il y a un mail qui propose de réserver un créneau. Donc, j'explique vraiment comment ça marche. dans quel Tu cas laisses ton numéro personnel? Non, en fait, c'est un Calendly. C'est un outil qui te permet ouais. de booker, tu vois, un peu comme Doctolib, version moi, quoi. Et donc, tu peux booker ton créneau. Ouais. Et ça dure 20 minutes. Et du coup, j'enchaîne beaucoup. Pendant 2 jours, j'enchaîne vraiment. Mais je trouve ça trop cool de voir. J'imagine que c'est très fatigant, mais en même temps, t'as vraiment l'impression d'apprendre plein de choses et de mieux connaître ton client. Ouais, ça me plaît beaucoup. Il y a un très bon taux de conversion aussi, du coup. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est qu'il y a une connexion qui est créée. Et du coup, les clients, c'est vraiment des clients proches et où j'ai vraiment entendu ce qu'ils attendaient de leur côté, tu vois. Et du coup, c'est hyper important pour moi de rester au contact vraiment tout le temps. En soi, je pourrais complètement déléguer cette partie-là. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, je trouve ça important et ça me plaît de le faire. Donc, voilà. Ouais, j'avais fait ça aussi quand j'avais lancé une offre par abonnement, il y a 1 an ou 2. Et au début, je demandais aux gens leur numéro de téléphone. Je les ai appelés au début tous un par un pour discuter un peu. Et souvent, les gens étaient surpris parce que c'était pas organisé, tu vois, mais ils ont gardé une bonne impression. Et ensuite, j'avais délégué ça à Félix aussi, qui appelait chaque personne. On avait mis en place cette règle aussi. Et moi, ce que j'avais surtout retenu, c'est que ça me permettait vraiment, personnellement aussi, de mieux connaître mes clients et de découvrir des choses que j'aurais pas forcément pensé. Parce que je leur demandais pourquoi ils avaient pris l'abonnement, etc., qu'est-ce qu'ils voulaient dedans. Je prenais des notes et ça me donnait plein d'idées. Ouais, non, mais complètement. Et c'est bien de savoir, du coup, ceux qui hésitent avant. Ensuite, ceux qui ont choisi de s'inscrire, pourquoi est-ce qu'ils se sont inscrits? Hyper intéressant aussi. Et ceux qui ne se sont pas inscrits à la fin du lancement, pourquoi ils ne se sont pas inscrits? Et là, tu vois, le dernier, du coup, j'ai fait un questionnaire là-dessus pour comprendre pourquoi. J'ai eu énormément de réponses et hyper instructives. Donc le fait de questionner, d'être au contact, ça change tout. Je pense que c'est vraiment le truc qui fait la différence et honnêtement... C'est quoi une des raisons pour lesquelles les gens s'inscrivent pas? Pas le bon moment. Par rapport... Et ça, tu vois, au début, je me disais, oui, mais le bon moment, est-ce que c'est une excuse? Et en fait, en étant vraiment au contact des gens et d'avoir leurs impressions, bah ouais. Et comment tu réponds à cette objection-là? J'en avais fait une chronique, du coup, de ce sujet-là. En fait, je les aide à départager. Est-ce que c'est une excuse, pas dans le mauvais sens du terme, parce qu'on se trouve tous des excuses, tu vois, c'est pas une critique en fait, mais est-ce que c'est une excuse parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, etc. Ou est-ce que c'est vraiment que c'est pas le bon moment et tu sais pourquoi? Et en fait, moi, mon rôle, c'est pas de leur dire, c'est ça ou c'est pas ça, c'est de les aider à se poser les bonnes questions pour savoir où ils en sont et pourquoi ils l'ont pas pris, quoi, tu vois. Donc, moi, je sais que dans tous mes contenus, ça fonctionne beaucoup par question et par exercice de réflexion. Plus que par recommandation. Okay. Je vais beaucoup partager d'expériences, de ma propre expérience ou de membres de la communauté. Je vais beaucoup partager ma vision des choses, mais ça se termine toujours par « et toi, quoi ?» Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui résonne vraiment chez toi? Ok, tu fais parler tes clients. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment la philosophie de Postadem. Il n'y a pas un chemin unique, quoi. Ouais. Je voudrais revenir un peu sur tes études. Il y a un peu deux types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs qui disent que les études ça sert à rien et les entrepreneurs qui disent que les études c'est utile. Et moi par rapport à mon parcours à moi, je ferais plutôt partie des entrepreneurs qui disent ça sert à rien, parce que dans mon cas, moi j'ai pas fait des études de fou, tu vois, j'ai fait une école de commerce normale et j'ai arrêté au bout de 3 ans. Et en fait, tout ce que j'ai appris sur la vente, sur le marketing, sur la création de contenu, etc., je l'ai appris dans des bouquins et chez d'autres créateurs, je l'ai pas appris à l'école. Et donc moi, je considère que j'ai perdu mon temps. Mais je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et je voudrais savoir justement, toi qui as fait Sciences Po Paris, qui est quand même une des meilleures écoles du monde, qu'est-ce que t'en penses?
Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu conseilles aux gens de faire des études? Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui me posent la question, qui sont au milieu de leurs études ou qui se lancent. Est-ce qu'il faut que je fasse des études ou est-ce qu'il faut que je zappe ça et que je lance ma boîte directe, sachant que c'est mon objectif? C'est une excellente question à laquelle j'ai pas forcément réfléchi dans le détail. Parce que ça rejoint un peu ce que je te disais sur le regret tout à l'heure, où pour moi, même si tu pars sur un truc qui t'est pas utile directement, ça t'a forcément apporté d'autres choses, tu vois. Donc, je réfléchis déjà à la question de si je devais revenir en arrière, est-ce que je referais la même chose? Et je referais la même chose pour l'expérience que ça a été, pour les gens que j'ai rencontrés et pour ce que j'ai appris au niveau du cadre, tu vois, ce genre de choses, ou de culture générale. Donc, j'ai pas de regrets sur ça. Maintenant, quelqu'un qui démarrait là maintenant, tu vois, qui se pose la question entre études ou entrepreneuriat, une fois de plus, il n'y a pas un chemin unique, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lancer maintenant versus qu'est-ce qui fait que tu veux suivre des études? Est-ce que c'est quelque chose pour te rassurer et avoir le bon CV, sachant que tu veux à un moment aller dans l'entrepreneuriat? Dans ce cas-là, vas-y tout de suite, quoi, tu vois. À l'inverse, si tu as vraiment quelque chose à en tirer et que tu sais pourquoi, fais tes études maintenant. Tu peux aussi faire ton business à côté. Tu vois, tu peux complètement le faire à côté et ça te permet de tirer le positif des deux. La seule chose, c'est de ne pas faire un choix par peur. Tu vois, par exemple, faire le choix des études par peur qu'un jour, ça te soit reproché par un employeur imaginaire de ne pas avoir fait telles études, c'est pas une bonne raison de le faire, quoi. Donc, c'est un peu un mix de carpe diem, tu vois, et du cadre que tu as envie de mettre dans ta vie. Donc, c'est compliqué de répondre à ça. Après, le danger aussi, c'est que, tu vois, les études, tu les fais quand même à une période de ta vie où t'as pas beaucoup d'expérience de la vie. C'est difficile de savoir ce que tu veux. Moi, je sais que en terminale, on savait pas ce qu'on voulait faire, en fait. On savait pas à quoi on était destiné. Moi, je savais pas que je voulais faire ça, tu vois. Et en plus, c'est une époque de ta vie où tu peux être assez fougueux, prendre des décisions assez extrêmes. Et il pourrait, alors moi, c'est pas mon cas. Et puis moi, j'ai quand même fait 3 ans d'études, mais il pourrait y avoir des cas où les gens, à ce moment-là, suivent tes contenus ou suivent les miens et soient à fond dedans et soient, tu vois, et c'est cette fougue de liberté, du coup, ne fassent pas d'études et ensuite, finalement, se rendent compte que ça correspond pas à leur personnalité ou alors ils n'ont pas réussi à lancer leur boîte et juste ça leur convient pas et ils préfèrent peut-être le monde du salariat et là, ça devient un peu compliqué. Alors, tu peux toujours faire des études plus tard, mais pour le coup, ils ont aussi perdu du temps. Donc il y a ce double risque en fait qui fait que, alors moi aussi c'est un conseil que je donne parfois, moi c'est ce que j'ai fait en fait, c'est que quand je me suis lancé dans mes études, je savais déjà que je voulais devenir entrepreneur. J'avais déjà un projet, j'avais déjà lancé mon blog, etc. Je savais ce que je voulais faire, mais du coup j'ai quand même choisi de faire des études parce que je pense que mes parents n'auraient même pas accepté de m'héberger, tu vois, si j'avais ouais, c'est ça. Donc j'avais pas le choix, mais j'ai volontairement choisi des études pas trop exigeante en termes de temps. L'école de commerce, c'est très bien, pour ça te laisse beaucoup de temps libre. Et pour justement avoir le temps à côté de lancer mon side project et de lancer mon activité. Ça peut être un bon entre-deux, quoi. C'est pour ça que ça dépend de ce que tu entends par perdre du temps. Parce qu'effectivement, admettons que tu pars dans une direction où 3 ans plus tard, tu te rends compte que non, ça marche pas ou que t'aimes pas. Hein. C'est pas forcément que ça marche pas financièrement, c'est aussi que finalement, ça te plaît pas, quoi, tu vois. Tu peux être à même d'eux. Tu trouveras toujours une solution. Je veux dire, ta vie va pas s'arrêter, tu vas pas rester en galère pendant 10 ans. Il y aura forcément un truc qui va se passer, que ce soit une rencontre, que ce soit un petit job qui débouche sur autre chose. Tu vois, il y aura forcément des choses qui vont se passer. Une galère, elle est forcément temporaire. Il se passe des trucs. Donc déjà, ça dépend ce que tu entends par « j'ai perdu du temps ». Après, c'est un peu ce qu'on se disait sur l'idée de le faire à côté et de le faire pour les bonnes raisons. Et c'est vrai que le côté side project, moi, je le mets en avant fois 1000, quoi, pour des salariés, pour des étudiants, parce que ça te permet déjà de tester si ça te plaît, ça te permet de tester si ça a du potentiel à un moment de te rémunérer et de fonctionner, et puis au-delà de ça, ça te fait une bouffée d'air frais, tu vois, à côté de ce que tu fais et que tu aimes potentiellement un petit peu moins, tu vois. Donc, une fois de plus, quel est ton why et qu'est-ce qui t'amène vers ce pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène vers ça? Mais tu vois, t'as tous les cas, t'en as qui vont pas en faire, t'en as qui vont en faire, et après, tant que tu retombes sur tes pattes, et pour retomber sur tes pattes, c'est pourquoi je fais les choses. Qu'est-ce que tu essaies de créer, toi, sur le long terme avec Postadem? Un mouvement d'entrepreneurs ou parce qu'en vrai, je pense que c'était vraiment le bon moment pour lancer ça, parce que c'est une tendance de fond, tu vois. C'est pas juste une mode ou un truc. Quitter le salariat, j'ai le sentiment que c'est vraiment une tendance de fond qui touche de plus en plus de gens. Il n'y a jamais autant d'opportunités avec Internet. On voit aussi chez le monde des influenceurs, etc., que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui quand tu es même un petit influenceur sur Instagram ou sur YouTube de gagner ta vie correctement avec quelques sponsors. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une tendance de fond. Et toi, qu'est-ce que tu veux construire avec ça? C'est quoi ton ambition?
Alors moi, c'est pas de créer un mouvement forcément d'entrepreneurs. Ouais. Par contre, le terme de mouvement, tu l'as très très bien choisi parce que c'est exactement ça en fait, avec le côté communauté que je crée. En plus, on fait aussi des événements en présentiel. Enfin, tu vois, l'idée c'est vraiment de souder une communauté, de fédérer une communauté. Mais c'est plutôt de créer un mouvement de personnes qui s'épanouissent dans leur vie professionnelle, mais du coup dans leur vie tout court, tu vois. Ouais. Et d'arrêter... Il y a un nombre de carrières subies, de burn-out qui arrivent à 30-40 ans à cause de ça, c'est juste incroyable. Moi, je trouve ça absolument hallucinant. C'est aussi mon histoire personnelle, donc j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres qui passent par là. C'est vrai que tu sais que les 3 derniers invités que j'ai eus, ils m'ont tous parlé de leur burn-out. Ils ont tous fait un burn-out à un moment donné. C'est ça. C'est vraiment dont triste, certains en fait, où c'était vraiment extrêmement sévère, où celle que j'ai interviewée hier a failli en mourir. Donc ça a été vraiment extrêmement violent pour certains. Ah mais il faut vraiment pas sous-estimer le burn-out qui peut se solder par une dépression et par des choses beaucoup plus graves en fait. Donc et ça a un impact sur ta santé mentale, sur ta santé physique, sur tes proches. Enfin je veux dire c'est un phénomène qui est énorme en fait. Donc moi ce que je cherche à générer, à créer comme mouvement, c'est plutôt ça. Après comment ça se matérialise, effectivement moi j'attire davantage vers l'entrepreneuriat parce que c'est aussi ce qui est demandé et parce que c'est ce que je connais le mieux en fait, tu vois. Mais l'idée c'est d'avoir des personnes qui ont franchi ce cap et qui s'épanouissent dans ce qu'elles font parce qu'une personne qui l'a fait et qu'en parle autour d'elle, boum, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à nouveau, elle inspire d'autres personnes et on a tendance à sous-estimer aussi l'inspiration qu'on peut être pour les autres. Mais tu vois, j'en parlais d'ailleurs hier avec un ancien client que j'avais au tout début qui a quitté son job de consultant pour devenir pilote, en fait. Donc, changement radical. Et il dit, ouais, c'est vrai que quand j'en parle à mes anciens collègues, à mes amis, je sens bien que ça leur fait un truc, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un effet boule de neige. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer. Voilà. Ok, intéressant. Comment ton business a vécu le Covid et le confinement? Bien, en fait. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que de toute façon, je fais tout à distance déjà. Ouais. Donc, t'as pas eu plus de demandes du point de vue des clients qui voulaient se lancer justement Alors en fait, il y a eu 2 étapes. En plus, au début du Covid, moi j'étais coincée au Maroc parce que je participais à une retraite où on s'est retrouvés coincés. Enfin, ça a été l'horreur. J'étais en plein lancement de Side Project. Non mais ça a été une blague les 10 premiers jours. Et en fait, il y a eu un peu 2 étapes, c'est-à-dire que dans les tout premiers jours de la crise, il y a eu une chute de la fréquentation sur le site. Je pense que les gens étaient occupés à chercher du papier toilette, tu vois. C'est pas la priorité. Vraiment la panique du début. Et ensuite, boum, c'est remonté. Il y a vraiment eu une belle affluence pendant la période de confinement. Ça n'a pas non plus été du x2 ou du x3, mais il y a quand même eu, tu vois, une augmentation. Et du coup, le lancement a bien fonctionné parce que c'était quand même les 10 premiers jours, malgré tout, tu vois, mais ça a bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de gens au téléphone pendant cette période-là. Et du coup, il y avait ceux qui se disaient, franchement, vu le bazar que c'est, autant en profiter pour réfléchir à tout ça. On va avoir une période de calme. Mon job, autant je vais me faire licencier. Donc, j'ai envie de te dire, autant faire ce que j'aime. Donc, ils en ont profité pour ça. Donc, des clients en plus. Et à l'inverse, il y en a pour qui c'était, mais attends, là, on ne sait pas ce qu'on devient. Risque de crise économique. Moi, je bouge pas et je reste au chaud pour l'instant. Donc, tu as vraiment 2 réactions possibles. Et du coup, moi, je parle plutôt à ceux qui ont envie que ça change, quoi, qui ont envie de profiter pour en changer. Bien sûr. Sur ce que tu disais sur ce mouvement, moi, je crois profondément que la sécurité est en train de changer de camp. C'est-à-dire que pendant un siècle de salariat, la sécurité était clairement dans le camp des salariés. Tu pouvais être salarié pendant toute ta vie, même de génération en génération. Et t'avais énormément d'avantages. Et c'est pour ça, je pense, que la génération de nos parents sont si paniqués par l'entrepreneuriat. Alors pas tous, mais sont si paniqués par l'entrepreneuriat et recommandent tant à leurs enfants de devenir salariés. C'est parce que eux ont vécu dans une génération où en effet c'était un vrai risque que de devenir entrepreneur. Et je pense qu'aujourd'hui la sécurité est peu à peu en train de changer de camp, sachant que le salariat est de moins en moins garanti. Les postes durent de moins en moins longtemps. Tu peux être viré de plus en plus facilement. Et de l'autre côté, en entrepreneuriat, on a aussi des nouvelles formes de sécurité que moi j'appelle la sécurité de la débrouille, tu vois. C'est la capacité à comprendre par toi-même, c'est-à-dire à gérer toute la chaîne par toi-même. C'est-à-dire comprendre quelle est ta valeur, d'où viennent tes clients, quel est ton marché, quel est le besoin auquel tu réponds, quelles sont les compétences que tu as développées pour répondre à ce besoin. Et en fait, le fait de comprendre ta chaîne de valeur, ça fait que une fois que tu l'as fait une fois, tu sais comment ça marche et tu peux le refaire. Et c'est rare, alors il y en a, mais c'est rare. Moi, j'en connais très peu des entrepreneurs qui ont échoué et qui sont redevenus salariés. Des entrepreneurs qui ont échoué, il y en a beaucoup, mais à partir du moment où ils ont commencé à en tirer un revenu une fois, ils vont réussir à monter autre chose. Ils vont lancer d'autres projets, ils ont compris comment ça marche, ils vont réussir à lancer autre chose. Et donc, ils développent cette sorte de capacité de débrouille, cette assurance, cette confiance en eux qui les rend un peu antifragiles. Et pendant cette crise du Covid, on l'a bien vu. Alors évidemment, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont cassés la gueule et qui sont mis dans une situation difficile, mais beaucoup d'entrepreneurs
entrepreneurs du web se sont bien sortis pendant cette crise du Covid, même si leur business model n'était pas adapté, parce que eux ont su s'adapter à ce moment-là. Ils sont passés en online, ils ont commencé à faire des événements sur Internet, à distance, etc. Et donc, ils ont réussi à surfer un peu sur la vague. Alors que les salariés étaient paralysés, ils avaient juste à attendre qu'on leur donne des ordres. Et je suis convaincu justement que la nouvelle sécurité dans l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est un mouvement qui est en marche. Et donc, moi, j'incite aussi les gens à réfléchir de cette façon-là et à pas forcément se dire, si je me lance dans l'entrepreneuriat, je prends forcément un risque. C'est pas forcément le cas. Complètement d'accord avec toi, et c'est une question qui m'a été posée par des amis en sortie de confinement et qui m'ont dit, mais du coup, pour toi, enfin là, tu te dis pas que c'est risqué quand même d'être entrepreneur et on en a discuté. Et en fait, dans mes amis salariés, il y en a beaucoup qui se retrouvent au chômage partiel, voire au chômage tout court. Ouais. Et en fait, c'est ce que je leur disais, quand tu es indépendant et que tu as appris à faire de l'argent, admettons qu'il y ait une chute. Comme là, la crise économique qui se profile, admettons que ça se produise. Moi, j'ai confiance dans ma capacité à rebondir sur ça et à trouver des solutions. Donc, effectivement, peut-être que mon modèle actuel, il changera. Tu vois, par exemple, si, admettons, on a un pouvoir d'achat qui tombe, qu'est-ce qui se passe dans mon cas ? Ouais, peut-être que j'ai certains programmes qui auront un petit peu de mal à être financés par mes clients. Donc, peut-être que je serai sur des prix plus bas. Peut-être que je vais changer le type de programme que je propose. Peut-être que le sujet du traité sera différent, tu vois. Mais je sais que je pourrais rebondir par rapport à ça. Et même si ça doit être complètement autre chose que Postadem, parce que ça peut être pour des raisons économiques, comme ça peut être aussi un choix personnel. Moi, je dis pas que je vais faire Postadem toute ma vie. Peut-être que je poserai Madem aussi à un moment, tu vois. Mais je sais que je saurais, en tout cas j'espère, j'ai confiance dans le fait que je saurais faire autre chose à un moment. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pareil pour la recherche d'appartement, parce que du coup, là, en fait, j'ai emménagé à Nice il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'était en sortie de confinement. T'étais parisienne ? Ouais, c'est ça, j'ai passé 9 ans à Paris. Et en fait, je devais déménager la semaine où on a tous été confinés, parce que j'avais pris la décision de quitter Paris un mois avant, quoi. Mais bon, du coup, j'ai trouvé un appartement grâce à mon dossier, mais quand même d'indépendante depuis 3 ans, parce que c'était une propriétaire, un particulier, qui était OK avec ça, donc très bien. Mais en fait, l'appartement est bruyant, ça va pas, il faut changer, et donc là, en fait, on en cherche un autre. Et pour ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'envoie des dossiers. Et il y a des dossiers où c'est refusé, alors que je peux payer le loyer, mais parce que je suis indépendante depuis un poil moins de 3 ans. Et j'en ai discuté, tu vois, avec des agents immobiliers qui me disent, non, on préfère les profils salariés CDI. Sauf que j'en ai discuté aussi avec un qui me disait, mais ça fait pas tout, parce que là, il y en a plein qui se retrouvent au chômage. Ouais. Et finalement, le risque, il est pas forcément de ce côté-là, tu vois. Et donc, j'en ai discuté avec certains. Alors, c'est encore très, très réglementé, ils sont encore assez frileux, mais il y en a quand même qui sont ouverts à ça. Et de toute façon, il suffit d'un appartement, tu vois, d'un propriétaire qui dit, en fait, non, à la limite, c'est pas moins sécurisé qu'un salarié maintenant. Ouais. Et je trouve ça bien, parce que sinon, il y avait quand même un décalage important aux yeux du monde, aux yeux aussi de ce genre de dossier, quoi, tu vois. Et là, c'est en train de changer un petit peu. Et aussi parce qu'on en parle quand même de plus en plus d'entrepreneuriat, donc ça commence aussi à rentrer dans les mœurs. Enfin, tu vois, c'est quand même une tendance de fond, comme tu le disais. Ouais. Donc, ça facilite aussi, quoi, dans le regard des autres, sur ces aspects-là. Donc, c'est vrai que quand tu dis que tu vis du web... Tu disais ça il y a 10 ans, les gens te prenaient pour un fou. Même moi, quand je me suis lancé en 2012, à l'époque, j'en vivais pas encore, mais quand je parlais de mon projet, de vivre de mon blog, de vivre de mes contenus, ça existait pas, tu vois. Pour les gens, c'était impossible. Ils voyaient même pas comment c'était possible, en fait, d'avoir un business model. Quand tu parlais de gagner de l'argent avec YouTube, les gens, ils pensaient que à la monétisation YouTube. Ils disaient, mais non, il faut faire 3 millions de vues par vidéo. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. C'est-à-dire que les gens savent, en fait. Les gens savent que les influenceurs gagnent de l'argent. Les gens savent que y a plein d'entrepreneurs sur le web qui vivent de leur contenu ou qui... c'est beaucoup plus admis. Et c'est drôle ce que tu dis aussi sur l'appartement, parce que j'ai vécu un peu la même chose aussi. Moi, j'ai loué mon premier appartement il y a 4 ans à Paris. Il m'a fallu 3 mois pour l'avoir. J'ai dû visiter une trentaine d'appartements. À chaque fois, mon dossier était refusé. C'était une galère pas possible. Et finalement, on l'a eu parce que, coup de chance, on est tombé sur un propriétaire sympa qui passait pas par une agence et qui nous a trouvé sympa. Mais bon, c'était vraiment un coup de chance, quoi. Et là, j'ai reloué un appartement plus grand à Paris récemment. Il nous a fallu 3 jours. C'est-à-dire qu'on a envoyé un dossier, on a vu le propriétaire le lendemain, on emménageait. Et c'était réglé. Bon, alors évidemment, c'était pas la même gamme de prix. Là, on avait moins de concurrence chez les salariés. N'empêche que c'est beaucoup plus simple. Et je pense que ça va s'améliorer, c'est sûr, parce que de plus en plus de gens aussi sont indépendants et sont à leur compte. Ouais, je pense aussi. Mais tu vois, d'ailleurs, dans les risques dont on parlait, moi, je sais que j'avais très peur quand j'ai posé Madem, tu vois, de me dire, mais si j'ai besoin de changer d'appartement, comment je vais faire en étant indépendant, parce qu'il faut au moins 3 ans, etc. Alors oui, c'est plus compliqué, mais en fait, il suffit d'un. Tu vois, et ça, je le dis aussi à ceux qui se posent la question, il suffit d'une personne, d'un propriétaire. J'ai des amis qui sont indépendants, qui sont entrepreneurs, et ils ont réussi aussi à trouver quand ils ont cherché.
C'était un peu plus galère, mais je veux dire, on trouve. L'idéal, c'est d'éviter de passer par les agences, parce que les agences ont des critères très stricts et c'est pas eux. Enfin, tu vois, ils décident pas s'ils te font confiance ou pas. Ils décident en fonction vraiment des critères. Et il y a beaucoup d'agences d'ailleurs qui passent par une. Enfin, moi, je sais que j'avais eu ce problème il y a 4 ans. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils passent par une assurance qui les interdit carrément de louer à des gens qui ne sont pas salariés. Et donc, nous, on appelait l'agence et ils nous disaient dès le début, vous n'êtes pas salarié, c'est même pas la peine en fait de nous envoyer un dossier. Il sera forcément refusé. Ouais. Bah là, c'est une histoire de garantie des loyers impayés, je sais plus le terme exact, mais dans certains cas, ça ne passe pas. Moi, j'ai un dossier, par exemple, qui n'est pas passé parce qu'il y a 3 ans, je ne gagnais pas 3 fois le loyer. D'accord, donc en fait, ça fait 3 ans que je développe un business. Au bout de 6 mois, je me rémunérais, j'augmente ma rémunération, mais il y a 3 ans, je n'avais pas 3 fois le loyer, certes. Bon, bah dans ces cas-là, c'est juste que c'était pas le bon appartement pour toi et ce sera le prochain, quoi. Mais en tout cas, on finit par trouver des solutions. Et pourquoi t'es venue à Nice ? Pour pas mal de raisons auxquelles je n'avais pas réfléchi parce que ça s'est fait sur un coup de tête. C'est-à-dire que maintenant, avec le recul, je peux te dire pourquoi, mais sur le coup, ça a été très spontané. En fait, ça faisait déjà à peu près 1 an que Paris, ça commençait à me gêner parce que... manque de soleil, manque d'espace. Ça faisait 9 ans quand même à Paris. J'étais venue par choix. J'étais très amoureuse de Paris pendant longtemps, tu vois. Et les transports... beaucoup de choses qui me fatiguaient et je profitais plus des avantages de Paris. Même ma vie sociale, je commençais un peu à me renfermer parce que j'en avais marre de me déplacer. J'étais vraiment lassée de tout ça. Et du coup, ça commençait à cheminer, mais je voyais pas où habiter, à part à Paris. Et en fait, Nice, je connais déjà. Et on est venu quelques jours en février, dans un Airbnb, tu vois, pour profiter un petit peu. Et en étant là, je me suis dit, mais attends, pourquoi on est à Paris déjà ? On n'est pas si mal ici. Et donc, on a visité un appartement et ça s'est fait, pareil, en 24 heures. Boum, appartement, visité, ok. Décision sur un coup de tête de venir. Donc, c'était pas réfléchi, en fait, au départ. Mais avec le recul, c'est vraiment, Paris, je me reconnaissais plus là-dedans. J'avais besoin d'espace, de soleil, de mer, de pouvoir faire les trajets à pied, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est super beau, Nice. C'est vraiment... Bon, là, c'est l'enfer total parce qu'on est le week-end du 8 août. Là, c'est sûr que... Et que c'est bondé là, de touristes, c'est pas possible. Mais sinon, c'est super joli. C'est une très, très belle ville et l'océan est magnifique. Enfin, la mer. C'est une grande ville en fait, tu vois. Oui, c'est une grande ville en plus. Donc si t'aimes les grandes villes quand même et pouvoir faire tes courses le dimanche, il y a quand même moyen, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Non, c'est vraiment une super ville. Honnêtement, ça match tous les critères. Je suis ravie. Après, on en reparlera dans 1 an si je suis encore là. Peut-être que ça changera aussi, mais pour l'instant, je suis ravie, quoi. T'as ton jet ski qui a amarré à ton appart. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on s'intéresse à ton travail ? Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront intéressés. Sur postadem.com, sur le site. Et ensuite, c'est abonnement email. Ça, ils sont habitués ainsi de suite à recevoir des mails. Et le groupe privé Facebook aussi. Hyper important pour faire les lives, pour être avec la communauté. Donc voilà, c'est Postadem, le groupe privé. Top. Merci Charlotte. Avec plaisir, merci Antoine. Et moi, je continue mon road trip. Et là, je remonte vers des contrées moins peuplées de touristes. Ciao.